Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Chère Louise, même si cela semble bizarre de s'écrire à soi-même, l'ancienne Louise tient à t'adresser un message. Je voulais te dire que je suis tellement fière de toi. Ça fait 1 an et demi que tu endures l'impossible. 1 an et demi que tu encaisses sans rien dire, sans te plaindre, en voulant toujours protéger tes proches. C'est vrai qu'au début, j'avais peur de comment tu allais gérer cette épreuve. Mais tu m'as impressionnée. Cette force pour te battre, cette endurance face à la souffrance et cette capacité à tout surmonter avec courage. Tu es devenue une nouvelle personne au fil de ces mois. Il a fallu t'adapter un nombre incalculable de fois. Et pourtant, tu vas toujours de l'avant. Tout ça pour te dire de continuer à t'accrocher comme tu le fais. Tu continues d'y croire. Tu n'aurais pas parié être là où tu en es. Pourtant, c'est le cas. Donc accroche-toi, toujours et encore. Certaines histoires bouleversent nos vies et révèle la force des liens qui nous unissent, même dans la douleur. Pour le mois de septembre turquoise, qui vise à sensibiliser les femmes au cancer gynécologique, je vous propose de lire La vie en turquoise d'Élise Giraudot. Ce roman retrace le combat de sa sœur Louise contre un cancer des ovaires. À travers leurs voix entremêlées, le récit explore colère, peur, détresse, mais aussi complicité et tendresse. En introduction, je vous ai lu un extrait écrit par Louise. Une lettre où elle se parle à elle-même, où elle prouve son courage et sa force. Élise Giraudot nous ouvre les coulisses de son écriture, le pacte avec sa sœur, le choix d'un récit à 2 voix. Écoutez bien cette histoire où chaque instant révèle la puissance des liens fraternels. Élise Giraudot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec grand plaisir. Ton livre La vie en turquoise est né d'un pacte avec ta petite sœur. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire qui était ta sœur ? Oui, alors en fait, c'est parti effectivement d'une promesse que je lui avais faite. Et donc, ma petite sœur, c'était Louise Giraudot, enfin, c'est toujours Louise Giraudot, de 5 ans, ma cadette, qui était une jeune fille très belle, très élancée, très drôle, très intelligente, pleine de vie, vraiment le soleil de la famille. Et surtout, ma meilleure amie, on était vraiment très, très fusionnels et très complices. Est-ce que tu peux nous raconter cette promesse que tu lui as faite et en quoi elle a façonné ton livre ? Tout à fait. Du coup, quand ma sœur a été diagnostiquée de son cancer et que ma famille et moi on s'est retrouvés dans le rôle d'aidants, j'avais eu l'idée en fait d'écrire un roman sur les aidants. Et ma sœur, elle de son côté, elle avait écrit beaucoup de choses sur sa maladie qu'elle postait ou non sur les réseaux sociaux. Et finalement, on s'était dit que quand elle serait en rémission, parce qu'à un moment, on avait eu un vrai espoir de rémission, elle publierait un livre témoignage sur son parcours. Et finalement, on nous a appris qu'il n'y aurait pas de rémission, que son cancer allait gagner finalement cette bataille. Je me suis dit que non, c'était pas possible que le cancer gagne et qu'il fallait que je fasse quelque chose aussi pour l'après. Et donc, j'ai dit à ma sœur que j'allais écrire effectivement un roman sur les aidants, mais aussi avec la voix des malades, donc en reprenant ce qu'elle et moi, on avait un peu refaçonné pour son livre témoignage. Et du coup, j'ai mixé les deux. Et j'ai vraiment tout demandé à ma sœur. Je lui ai demandé donc effectivement de m'envoyer le fichier. Je lui ai demandé comment elle voulait s'appeler dans le roman, donc elle a voulu garder son prénom. Comment elle voulait que son chien, donc qui était vraiment la prunelle de ses yeux, s'appelle dans le roman. Donc pareil, garder le même prénom, etc. Et donc à partir de tout ça, j'ai pu en faire le roman tel qu'il est aujourd'hui. Quand on lit un roman hommage à quelqu'un, on s'attend à un témoignage assez brut avec une seule voix ou un seul point de vue. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, ta sœur et toi, un format à 2 voix et pourquoi pas avoir choisi un seul narrateur, peut-être juste le point de vue de Louise ?
En fait, c'était important pour moi qu'il y ait le point de vue des malades et le point de vue des aidants parce que je voulais représenter comment le cancer en fait touche toute la famille et je voulais aussi qu'on voit la complicité des deux sœurs parce que je me suis dit qu'effectivement il y aurait Louise en tant qu'héroïne dans le livre mais il y aurait aussi Ellie donc qui est ma version de fiction on va dire parce que tout ce qu'a vécu Ellie moi je ne l'ai pas vécu. Mais je voulais aussi vraiment que ma sœur et moi, on soit dans le roman. Et je me dis comme ça, on est toutes les deux. Et quand les gens lisent le roman, ils peuvent soit se reconnaître du point de vue des malades, soit du point de vue des aidants, soit peut-être les deux, soit dans aucun point de vue. Mais de rencontrer ces deux sœurs. Et ça fait qu'on est encore ensemble dans un objet livre. Et c'était important pour moi aussi. Donc c'est vraiment un livre aussi, en plus des aidants, qui est porté sur la famille. Est-ce que les premières personnes ou la première personne qui a lu le roman, c'est quelqu'un de ta famille ? Effectivement, c'est mes deux parents et la première personne qui l'a terminé, c'est mon papa. Vraiment, c'était évidemment très touchant son retour. Il a trouvé le roman très très bien fait. Il l'a relu même après qu'il soit sorti. Et ma maman aussi l'a terminé. Elle a mis un petit peu plus de temps à le lire, mais effectivement, les deux premières personnes à avoir fini, c'était mes parents. Est-ce que le titre La vie en turquoise, c'était ton idée ou c'était une idée commune avec Louise ? Non, ça c'était mon idée. J'ai longtemps réfléchi à comment j'allais appeler le roman et en fait j'avais eu plusieurs idées, mais celle-ci elle s'est vraiment détachée parce que on comprend en fait en lisant le roman que il y a un peu ce parallèle entre avant les personnages ont la vie en rose, expression très connue et assez commune, et en fait après la vie turquoise parce que du coup marquée par la maladie qui est représentée par le ruban turquoise. Comment as-tu choisi de te décrire toi en tant que Ellie dans cette histoire ? Justement, tout à l'heure, tu nous as dit que Ellie n'a pas traversé ce que toi tu as traversé, elle a vécu d'autres choses. Est-ce qu'on peut dire que Ellie, c'est toi à 100% ou plutôt à 50%? En fait, Ellie, on va dire que c'est moi à 90%, on va dire, si on devait mettre un pourcentage. Parce qu'en fait, la seule chose, enfin, les deux choses que j'ai voulu vraiment appuyer avec ce personnage de Ellie, c'était vraiment le fait que le cancer s'immisce partout, même quand on est aidant. Il y a cette histoire avec son petit ami Alexandre et leur couple qui ne tiennent pas le choc. Et en fait, ça me semblait important à représenter parce que mon couple a aussi été mis à mal, on peut le dire, par le cancer. Et même si, enfin voilà, dans la vie, il a tenu. Mais je voulais quand même montrer que ça me paraissait pas du tout aberrant que les couples n'arrivent pas à tenir le choc face à la maladie. Et je voulais aussi appuyer un petit peu sur l'incompréhension des personnes au travail parce que c'est quand même quelque chose auquel j'ai fait face de manière moins marquée que Ellie, mais c'est aussi une réalité que je pense énormément de personnes traversent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de pas appeler Ellie Élise parce que du coup il y a des choses qui sont fausses et romancées mais qui avaient vraiment un but pour moi et un sens derrière. Enfin, c'était réfléchi pourquoi j'ai fait ça comme ça. Les réactions que Ellie a, ça aurait été les réactions que j'aurais eues dans la vraie vie si tout s'était passé comme ça. Et quand on lit certains passages de Ellie, on ressent quand même assez de colère. Comment est-ce que tu as travaillé ce trait chez Ellie ? Alors, je sais pas si je l'ai travaillé. En fait, je l'ai vraiment retranscrit comme je le sentais. J'ai vraiment mis mes émotions au moment où j'écrivais et comment je les avais ressenties pendant la maladie de ma sœur. Et même quand je l'ai relu après le texte, je me suis dit que ça se voyait vraiment que Ellie était en colère parce que en fait, Élise était et toujours aujourd'hui d'ailleurs en colère. Et je me suis dit waouh, quand même ça ressort vraiment beaucoup. Enfin, je m'en étais pas rendu compte sur le moment parce que j'ai juste en fait écrit et voilà, déverser tout sur le papier. Mais je me suis dit que j'allais quand même pas essayer d'atténuer les choses parce que du coup, c'était ça aussi qui rendait le récit authentique. Et je voulais pas trahir en fait la Élise de 2023 qui avait écrit le livre. Je voulais vraiment laisser ça comme ça. Donc finalement, j'ai rien changé. En lisant La vie en turquoise, j'ai compris, comme tu l'as dit, et ce que tu as voulu expliquer, que le cancer peut s'immiscer partout. Tu l'as dit dans le couple, dans la famille, dans le travail, dans le quotidien d'une personne. Quel est le cancer dont est atteint Louise ? Louise a eu un cancer des ovaires, de l'ovaire. Et comment elle l'a appris ? Elle avait eu plusieurs épisodes de douleurs très 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 intenses dans le bas du dos et dans le ventre. C'est après un de ces épisodes-là où finalement la douleur ne passait pas qu'elle a été admise aux urgences. Là, ils lui ont dit qu'elle avait un kyste bénin à l'ovaire. Donc on lui a retiré et en fait après analyse, il s'avère que c'était pas un kyste, c'était une tumeur.
Donc tout au long du livre, on suit quand même les étapes de la maladie. On alterne entre les traitements, les espoirs de réémission, pour finalement arriver à l'annonce du caractère incurable de la maladie. Comment est-ce que tu as réussi à rythmer tout ce parcours ? J'ai vraiment respecté en fait l'ordre chronologique de comment ça s'est passé dans la vie. J'ai essayé de faire un découpage en chapitres qui paraissait à peu près cohérent. C'est vrai que c'est difficile de retranscrire la vraie vie dans un roman parce qu'il y a tellement d'aspects que... Enfin, c'est de la vie, voilà, c'est de la 4D et le papier, ça reste quand même de la 2D. Donc, c'est compliqué de tout mettre. Finalement, j'ai réussi à terminer le livre et le découpage me paraissait correspondre en fait avec les émotions et les sensations de ce qu'on a vécu. Personnellement, les passages qui m'ont le plus touchée, c'est quand Louise est en train de lutter pour essayer de garder son autonomie. Comment est-ce que tu as réfléchi à cette tension entre dépendance et indépendance de Louise face à sa maladie ? J'ai surtout essayé de retranscrire en fait elle ce qu'elle nous montrait et comment elle avait vécu les choses, elle, comment elle verbalisait ça par ses mots. Il y a des passages que j'ai pas écrits puisque c'était elle qui les avait écrits et d'autres où c'est moi qui les ai écrits, donc j'ai essayé à chaque fois d'écrire le chapitre du point de vue de Ellie pour justement pas parler à la place de ma sœur. Est-ce qu'en dehors de ce qu'elle t'avait envoyé, de ce qu'elle avait déjà écrit ou de ce qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux, est-ce que tu t'es servi de certaines confidences qu'elle ait pu te faire pour essayer d'améliorer certains passages de Louise ? Oui, en fait, j'ai vraiment essayé de jamais trahir sa parole et de jamais trahir ce qu'elle aurait pu ressentir. Je pense que je me suis aussi servi de mon prisme pour écrire certains passages et j'ai essayé des fois aussi de mettre un peu le lecteur ou la lectrice dans le brouillard parce que j'ai l'impression qu'il y avait des moments, c'était un peu comme ça qu'elle se sentait, enfin vraiment perdue et du coup, je voulais que le lecteur ou la lectrice ressente ça. En dehors de Ellie, elle avait aussi d'autres confidents, donc c'est des personnages secondaires qui apparaissent petit à petit dans le livre. Comment est-ce que tu as décidé de les inclure dans l'histoire ? J'ai essayé de faire ça un peu comme dans un roman traditionnel, de présenter les personnages, comment ils sont intégrés en fait dans la vie des personnages principaux. Finalement, c'était assez simple entre guillemets puisque c'était des personnes de la vie réelle, on va dire. Donc voilà, ils sont apparus naturellement dans le récit. Le chien de ta sœur, Brona, il a une part particulière. Mais moi, j'ai l'impression d'être un peu réconfortée par ce chien de temps en temps au fil de la lecture parce que, je l'avoue, j'ai fait quand même quelques pauses pour souffler un peu. Parce que je pense que qu'on ait vécu la situation d'Ellie ou de Louise ou qu'on ne l'ait pas vécu, c'est quand même un livre qui est assez poignant et qui nous permet de nous immerger dans un quotidien qui est totalement bouleversé par la maladie. Comment est-ce que tu as pensé au fait de vouloir donner un peu de réconfort à Louise à travers Ellie ? Est-ce que là, tu t'es servi à 100% de toi-même ou t'as essayé de dire d'autres choses que tu n'as jamais osé dire ? J'ai vraiment retranscrit en fait la réalité dans ce qu'elle a de beau et de moins bien. Il y avait aussi une envie de ma part de rester collée à la réalité dans tous ces aspects parce que nous on n'a pas pu respirer, on n'avait pas vraiment de pause et donc en fait je voulais vraiment aussi, je pense qu'il y a une sorte il faudrait faire une thérapie je pense mais il y a vraiment une sorte d'envie de crier au monde en fait ce qu'on a vécu et l'injustice qu'on a vécue et de pas l'embellir et en fait de faire vraiment ressentir aux gens la réalité de la vie comme elle peut l'être parfois et du coup j'avais pas envie de mettre de réconfort supplémentaire qui n'a pas existé en fait dans la réalité quoi. Avant de publier La vie en turquoise, on en a parlé vaguement juste avant, ta sœur avait déjà commencé à raconter son histoire sur les réseaux sociaux pour essayer de briser un peu les tabous autour de la maladie et de son vécu. Est-ce que tu as eu l'impression et même envie de continuer son combat sur les réseaux sociaux ? Continuer son combat sur les réseaux sociaux vraiment comme elle le faisait, non, puisque ça reviendrait à prendre la parole d'une autre personne et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, effectivement, continuer le combat de briser les tabous, ça oui. Enfin, le roman, comment il est écrit et effectivement, comme je l'ai dit, le fait d'avoir quand même une plume très directe avec des mots très crus parfois, ça participe, je l'espère en tout cas, au fait de briser les tabous et de montrer la réalité parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de romans qui traitent de la maladie sous toutes ses formes qui sont un peu, et c'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit, mais qui sont un peu
voilà, enjoliver, il faut pas trop dire, etc. Et du coup, ça participe au fait que les personnes malades dans le quotidien, elles doivent aussi un peu se cacher. Et c'est la double peine. Et ça, c'est quelque chose que je voulais plus du tout. Et je pense que Louise non plus, c'est pour ça qu'elle parlait. Et elle voulait aussi aider d'autres personnes, puisque elle était tombée sur des comptes qui l'avaient aidée elle aussi. Je pense que de dire la réalité telle qu'elle est, ça peut aussi permettre aux personnes qui vivent ça au quotidien de s'identifier et de, pour une fois, se dire, ok, ben en fait, tout ce que je vis, ben j'ai pas forcément besoin de le taire, parce que là, ben, dans le livre, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que écrire sur un sujet aussi personnel, parce qu'en fait, écrire sur l'histoire de sa famille ou d'une personne de sa famille, ça demande aussi un travail de transmission de souvenirs. Est-ce que pour toi, ça a changé un peu le regard que tu portais sur la transmission de la mémoire de quelqu'un ? En fait, j'avais jamais vraiment réfléchi, pour être honnête, à cette question-là. Comme vraiment ça s'est fait naturellement, j'ai pas trop réfléchi. En fait, moi, la majorité des décisions de ma vie sont pas trop réfléchies. Donc, comme beaucoup de gens, je pense. Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai vraiment écrit. Et quand le livre est arrivé à la fin, oui, donc chez Solaire, et que du coup, bah, le livre va être en librairie, il va être lu par des gens et tout, c'est là que je me suis dit, ah, en fait, bah, ça va vraiment arriver. Maintenant, je pense voilà, essayer de transmettre la mémoire de Louise. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, aujourd'hui, j'ai pensé à Louise parce que j'ai vu ça. J'ai l'impression de l'avoir rencontrée et tout ça. Et donc, pour répondre à la question, je ne sais pas si j'ai changé ma vision des choses, de comment transmettre la mémoire de quelqu'un, mais en tout cas, j'ai une expérience dans cette transmission, on va dire. C'est très beau de recevoir des messages comme quoi on a eu l'impression de rencontrer Louise, parce que moi aussi, je comptais le dire à un autre moment de l'interview, mais pourquoi pas maintenant. J'ai peut-être plus eu l'impression de traverser ça avec Ellie, parce que j'osais pas prendre non plus la place de Louise, parce que j'ai jamais été atteinte d'un cancer. Je trouve que le personnage d'Ellie, il nous aide quand même à prendre conscience de la situation. Je me suis dit que forcément, ton message à travers le livre, c'était le rôle des aidants, que ce soit les aidants dans le milieu médical ou dans le milieu de la famille. Mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres messages à travers ton livre, ou c'était vraiment centré principalement sur l'aide à la personne malade ? Je dis souvent que le roman, il repose sur 3 choses. La première, donc, c'est effectivement la mémoire de Louise, le fait d'en avoir fait une héroïne de papier immortelle, puisque normalement les paroles s'envolent, les écrits restent. Et comme les personnes qui l'avaient connue m'ont dit qu'on la retrouvait vraiment bien dans le roman, je me suis dit que j'avais réussi à faire une représentation fidèle. Et les 2 autres choses, c'est donc sensibiliser à la maladie aussi, surtout, parce que ça, je sais que ça tenait à cœur à Louise, que les personnes puissent avoir accès à un ou une gynécologue, voilà, de vraiment prendre soin de sa santé. Et puis en plus, là, le livre, il est publié chez Solaire dans le label pour les jeunes adultes, qui est aussi l'âge auquel on va généralement chez la gynécologue pour la première fois. Donc vraiment montrer à quel point c'est important. Et le dernier point, c'était aussi beaucoup pour dénoncer donc, le système hospitalier français qui va mal. Enfin, je pense qu'on s'en rend vraiment compte dans le roman. Et les proches aussi qui savent pas réagir, ou qui réagissent mal, ou qui s'enfuient en fait finalement. Pendant l'écriture ou même après ou avant, est-ce que tu as lu des livres qui traitaient aussi du sujet du cancer, que ce soit un livre à 2 voix ou à une seule voix ? J'ai lu des textes. Il y a évidemment Nos étoiles contraires de John Green, que je pense beaucoup de personnes connaissent, qui a été un des premiers textes à me dire que je pouvais écrire sur ce sujet. Pendant que j'étais en train d'écrire, ou après, je ne sais plus, mais j'ai lu Nos cœurs aidants de Célia Samba, qui est un roman qui traite, lui, spécifiquement du rôle d'aidant, en fait, avec un frère et une sœur qui accompagnent leur maman qui est malade. Laurie, donc une des 2 personnages principaux, ressemble beaucoup à Ellie, je trouve, et ça m'avait confortée en me disant que peut-être elle serait amie. Enfin, voilà. Dernièrement, on m'a fait penser que le roman pouvait aussi s'en rapprocher un petit peu, en catégorie jeune adulte. C'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, qui est mon autrice préférée. Donc quand on m'a dit ça, je me suis dit, ah oui, en vrai, c'est très très cool comme comparaison. Mais qui est aussi un roman qui parle de la maladie chez les jeunes, et sous un tout autre point de vue. Vraiment, ces 3 autres romans, je les trouve vraiment super. C'est des très belles recommandations. Voilà. Merci de nous avoir expliqué toute cette construction d'écriture. Avant de se quitter, j'avais quand même 3 questions de conclusion. Si tu devais décrire la vie en turquoise en une seule phrase, ce serait laquelle ? Oui, je sais, à chaque fois on me regarde en mode « Oh non !» Du coup, je dirais donc la dernière phrase en fait du roman, qui est
J'aime croire que désormais à nous deux, nous formons l'univers, moi la partie que l'on connaît si bien et toi l'autre dans toute son immensité en se tenant encore la main. Pour juste le contexte pour les auditeurs, est-ce que c'est une phrase de Louise ou de Ellie ? Ça c'est une phrase de Ellie. Est-ce que tu as de nouveaux projets d'écriture, que ce soit peut-être encore autre chose sur Louise ou sur un tout autre sujet ? Oui, tout à fait. J'ai un autre roman qui est sorti en 2025 qui s'appelle Sipping Love, qui est une romance contemporaine entre deux femmes. Une envie en fait de ma part et de la part de ma co-autrice, puisque c'est un roman qu'on a écrit ensemble à quatre mains, de faire plus de représentation de romances lesbiennes et ou bisexuelles, puisque là ça traite de bisexualité, dans la littérature aussi jeune adulte. Et en novembre 2025, j'ai un autre roman qui sort, donc une année chargée en termes de sortie, c'est pas pour m'en plaindre, qui est un roman qui sera aussi un roman contemporain engagé que j'ai écrit toute seule cette fois-ci. Encore un roman à deux voix, là entre un frère et une sœur qu'on suit en fait quand ils rentrent en école d'ingénieur et qui traite du sujet en fait des violences sexistes et sexuelles des hommes envers les hommes, notamment en public, et des hommes envers les femmes, notamment en privé, et aussi des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est des thèmes lourds. C'est vraiment construit pour les jeunes adultes et plus, on peut le lire même si on a 45 ans, qui en fait avec le décor de l'école d'ingénieurs qui apporte un peu cette légèreté et l'amitié, la sororité, le lien fraternel. Et pour toi, être publié dans les rayons jeunes adultes, c'est important parce que tu as envie de transmettre certains messages à la nouvelle génération, ou c'est parce que c'est vraiment un type d'écriture dans lequel tu te retrouves à 100%? Je dirais un peu les deux, parce que moi j'ai vraiment énormément lu quand j'étais jeune adulte. Je pense qu'il y a aussi, il y a aussi un truc à faire en thérapie là, de en fait s'adresser aussi à ce que la Élise de cet âge-là aurait aimé lire. Aussi parce que je pense que c'est naturellement vers cette écriture-là que je me tourne. Et il y a vraiment aussi cette idée de un peu de grande sœur en fait, où j'ai envie aussi de parler à la nouvelle génération de choses qui sont importantes pour moi, de choses que j'ai remarquées en étant plus âgée, pour en fait essayer de leur dire peut-être ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Il y a quand même un de mes prochains romans dans les prochaines années qui s'adressera un peu plus pour les adultes. Mais sinon, je pense continuer à écrire pour les jeunes adultes parce que c'est naturellement ce qui m'est venu, donc j'ai pas envie de lutter. Et puis en plus, je m'épanouis dans ça. En dehors de l'écriture et de la littérature, j'ai vu aussi que tu avais ton propre podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Micro-écriture podcast ? Oui, donc mon podcast Micro-écriture, c'est un podcast que j'ai créé en 2023 ou même 2022, qui en fait c'était un peu mon journal de bord pendant toutes les années où j'écrivais avant d'être publiée, où j'essayais de documenter mon parcours et en même temps d'interviewer des auteurs, autrices, autrices qui, eux, étaient déjà publiés ou qui avaient traversé certaines difficultés pour justement essayer de m'aider moi à m'améliorer et à apprendre en fait des choses sur comment écrire, sur le monde de l'édition, que ce soit en maison d'édition traditionnelle, en auto-édition, etc. Et du coup, ça m'a vraiment suivie pendant plusieurs années. J'avoue que là, c'est un peu à l'abandon parce que je le mets moins en priorité parce que, en fait, avec mon travail, la promotion des livres et l'écriture, et c'est vrai que j'ai la chance et le privilège du coup d'être publiée et d'avoir d'autres sorties. Donc c'est vrai que le podcast en pâtit un peu. Voilà, il y a énormément d'épisodes, je ne sais même pas combien il y en a, presque 200 à mon avis. Ah oui, donc on peut rattraper le retard même si jamais tu sors pas de nouveaux épisodes dans pas longtemps. C'est possible de m'écouter et je pense que ça reste quand même une grande source d'information pendant toutes ces années où je tâtonnais. Et je pense que c'est toujours d'actualité, donc il y a toujours moyen d'aller écouter et d'apprendre des choses, je pense, que ce soit dans les épisodes où je suis toute seule ou dans les épisodes avec les autres auteurs et autrices qui sont très très intéressants. Super, alors on vous recommande tous ce podcast Micro-écriture. Je te remercie énormément d'avoir participé à cette interview. Je n'ai qu'une seule chose à dire, allez lire La vie en turquoise et tes autres livres qui vont bientôt arriver. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et très bonne continuation à toi aussi. Et merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés jusqu'au bout. Merci. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat.
Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.